Fin 88. Fin 88, je quitte mon travail un an matin à Lens, Pas-de-Calais. Je quitte l'Europe, je prends un avion. Je l'avais annoncé dans le journal des mois avant, personne ne me croyait. Et finalement, le 31 décembre 88, j'étais dans un avion en direction de la Guyane et j'allais commencer un voyage en Amérique latine qui allait durer 150 jours. Donc c'était c'était le lancement de l'affaire, quoi. C'était le décrochage. Bonjour voyageurs au long cours. Ça va? Bah j'arrive, ouais. Sans montre, j'arrive pile à l'heure. Oh, j'en ai plein d'équipements, les garçons. Bah là, j'ai campé. J'aurais voulu rouler plus, mais j'en avais marre hier. J'ai pris la voie verte, et puis j'ai roulé. Comme j'ai pas d'estimation, je me suis arrêté à un moment, j'en avais marre. J'ai arrêté, j'ai trouvé un beau petit coin avec une jolie vue, je me suis arrêté là, j'ai bouquiné, tout ça. J'aurais pu le continuer, mais ce matin, j'ai bien fait une trentaine de kilomètres. Il faisait tellement beau hier après-midi, c'était trompeur en fait. Je suis un errant. Je pense qu'on l'est tous. Hein. Nous naissons, nous errons, nous mourrons. C'est simple. Nous sommes tous des errants. Ça dépend le sens qu'on donne au mot errant. Il y a différents types d'errance, mais je crois que l'errance, c'est le propre de l'homme. Ça veut dire qu'en fait, nous ne maîtrisons pas notre existence. Et que nous cherchons toujours un endroit que nous n'atteindrons jamais, qui sera peut-être mieux que celui qu'on vient de quitter. Moi, je ne sais pas d'ailleurs pas ce qui motive. Je ne cherche pas un endroit où j'irai m'installer ou je sais quoi. Je gère parce que j'aime ça. J'aime l'idée de fouler le sol de la terre avant de terminer dedans la terre. C'est toujours ce que j'ai dit en guise de plaisanterie, mais c'est pas une plaisanterie en fait. Je marche sur cette planète parce que de toute façon je finirai dedans, comme nous tous. Hein, je deviendrai partie de la terre. En attendant, j'essaie de voir à quoi elle ressemble. Donc je vais regarder des choses, je vais rencontrer des gens. Les errants sont considérés par les sédentaires comme des éléments dangereux, parce que ce sont des gens qui n'ont rien à eux. Donc des gens qui peuvent prendre les choses des autres. S'il suffit d'être sédentaire pour être intelligent, ben, tous les sédentaires seraient intelligents, et on sait que c'est pas vrai. Alors, nous sommes en 1956, Coron du 5, avion, Pas-de-Calais, pays minier, en juillet ou août, je ne sais plus. Je suis en partance pour un centre de vacances, parce que mes parents, ouvriers, n'avaient pas les moyens de m'offrir des vacances. Donc en fait, c'était des colonies de vacances. Donc je suis rhabillé par les houillères, short, chandail et t-shirt. J'ai le sourire du supplicié et j'ai la valise avec l'étiquette. Je suis prêt à partir. C'est le début d'un voyage de l'ami de mon père. On est dans les années comme disait ma mère, 55, 54, 55. Le bonheur. Toujours dans le baraquement du plan Marshall, Coron du numéro 5 à Avion. Et je pose avec ma sœur Anne-Marie. J'ai 3 ans de plus qu'elle. Moi, je dois avoir 6 ans. C'est une photo heureuse, c'était un moment heureux. Mon père avait transformé ce baraquement en quelque chose de très très chaleureux. Avec des moyens très simples, il avait fait... ma mère et mon père avaient fait un endroit très... dont je garde un souvenir très doux. Une espèce de cocon. Alors ça, c'est une photo de famille. Ça a été fait lors d'une... je ne sais pas exactement quoi d'ailleurs. Peut-être ma communion privée, à 8 ans. Peut-être ma communion solennelle à 12 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge peut avoir cette photo. Toujours est-il, je pense que je dois être le héros de la fête. Le héros qui fait la gueule d'ailleurs. Là, au milieu d'une douzaine de personnes absolument hilares, des adultes, ma mère, oncle, tante, mon père, mon arrière-grand-mère, une arrière-grande-tante. Absolument tous ces gens sont décédés aujourd'hui. Je suis le seul survivant sur la photo. Et pourtant, je fais la gueule. Je suis là avec ma cravate et je ne voudrais pas être là, quoi. Vraiment, franchement, j'avais pas envie d'être là. Ma mère était hilare à côté de moi, mais j'ai pas dû comprendre la blague. Donc moi, je fais la gueule. Et voilà, c'était ces moments... c'était une famille très unie. C'était une époque heureuse. Et ça me fait plaisir de voir ma mère rire comme ça. Elle n'a pas toujours ri comme ça dans sa vie, mais là, elle était vraiment contente. Mon bonheur, pas cette question. C'est m'éveiller le matin, par exemple, quand je voyage dans l'attente. Je sais pas, des petits gestes, le café, voilà, la consultation de la carte, des notes que je prends, quelque chose que je lis. J'écoute les bruits des oiseaux, le démarrage sur le vélo, la première coup de pédale, tout va bien, la carcasse répond, le vélo répond. Et le bonheur, c'est tellement infime qu'à 3 quarts du temps, on se rend pas compte qu'on éprouve du bonheur.
quand on l'éprouve. On n'a pas vraiment conscience qu'on est dans le bonheur. Et on éprouve le bonheur quand on passe dans le malheur. On se dit, zut, ce que j'ai négligé, c'était du bonheur. Merde, maintenant je suis dans le malheur. Donc le bonheur, c'est vraiment quelque chose de très ténu. C'est jamais des grandes choses. Le bonheur, c'est rien, quoi. C'est rencontrer quelqu'un qu'on aime bien. C'est vivre. Il y a un moment où... Moi, j'aime bien les moments où j'ai l'impression que les choses concordent bien. Que mes gestes sont... les choses que je fais s'enclenchent bien. Des fois, je suis heureux parce que j'ai l'impression que dans le voyage, les choses se passent bien. Le temps est magnifique, la mécanique répond bien, le vélo, tout. Et je suis sur une route. Ben voilà, me voilà chez moi. Tu vois, me voilà chez moi. Je viens de construire là. Finalement c'est ça. Hein. Tu construis en dur, tu construis une maison. Tu compris ta maison, c'est ma maison, ça je la connais. L'intérieur et tout, la décoration je la connais. Et je construis une maison, demain je la détruirai demain matin à coup de pic, avant de repartir ailleurs. Fatalement, il y a de la routine. Même si on peut être tenté de dire qu'il n'y en a pas. Mais il y en a dans toute espèce d'existence, je pense. Routine, mais pas lassitude. Voilà. Routine, mais pas lassitude. Et le sentiment de faire des choses que j'ai vraiment envie de faire. Et pas des choses que je pourrais être obligé de faire pour des raisons économiques, pour nourrir une famille, pour payer mon loyer, pour tout ça. Effectivement, ça, je ne l'ai pas. Donc, il n'y a pas de lassitude parce que j'ai l'impression que mon énergie fonctionne pour des choses qui ont un certain intérêt. Qui, généralement, c'est autour des voyages, des rencontres. Alors tout m'agace quand il s'agit de réparer, moi. Je souffre d'un blocage chronique vis-à-vis de la mécanique. Et... Bon, allez, on va s'occuper de ça. Je te donne un coup de pompe. Tu donnes un peu d'air. Tu regardes où tu essaies de trouver le trou. J'ai de l'air sur le visage. Ici. C'est une bricole de rien, c'est ici. Oui, ouvre-toi. Évidemment, j'ai réussi à perdre l'endroit. Non, c'est ici. Voilà.
perdu le truc. Hein. Merde. Bon, allez, un peu de colle. Alors, vous appliquez un peu de colle. Si ça veut bien sortir du tube. Ah, si, ça sort. Voilà. Et je me souviens quand j'étais gamin, j'allais trop vite. Mon père me disait toujours: attends 2 minutes, Daniel, que la colle, elle prenne. Allez, sors-toi. Allez. Fais pas la gueule, hein. Allez, fais pas chier. Allez. Cochonnerie. On va pas sortir. Allez, viens. Voilà. Ça va comme ça, c'est bien. Voilà. J'ai 66 balais. J'ai une santé à peu près acceptable. Financièrement, je godille, je me démerde, je vis. Je rencontre des gens intéressants. J'ai des amis intéressants. Je vis des situations intéressantes. Qu'est-ce que je peux demander de plus à la vie? Moi, je vis ça comme un moment dont il faut profiter parce que ça peut... faut être conscient. Quoi. On est de passage et ça va s'arrêter à un moment donné. Ça peut s'arrêter n'importe quand, surtout quand on voyage à vélo. Tu as choisi de ne pas avoir de famille. Ouais. Ça, c'est une décision qui est venue très tôt. J'ai senti, j'aime bien ce mot, je ne sais plus qui a dit ça, mais il a dit: j'ai rendu une femme heureuse en ne me mariant pas. Je ne crois pas que j'aurais été un époux extraordinaire. Je suis assez égoïste. Je suis assez égoïste finalement. Je suis égoïste. Et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui vivent en couple, parce que c'est compliqué. Il y a des compromissions, il y a sans cesse des... Et moi, j'étais pas disposé à ça, et surtout, je voulais être libre pour faire ce que j'avais à faire, voyager comme je voulais faire, voyager comme je voulais voyager, et tout ça. Je crois que très vite, ça a été... Bon, j'ai été amoureux comme tout le monde dans ma vie, bien sûr. Mais j'ai toujours senti que ça serait pas honnête. Ça serait pas honnête. Je continue de le dire, je l'ai écrit dans Lentement l'Amérique, dans mon ouvrage Lentement l'Amérique, et je continue de le dire, que la plus belle aventure, la véritable aventure à notre époque, c'est de fonder une famille, se marier, fonder une famille, élever des enfants. Et les amener à quelque chose dans la vie. En tout cas, leur donner des valeurs, leur donner des points d'ancrage, leur donner une éducation, les mettre en disposition, en position de se défendre. Moi, je suis très admiratif devant ça. Et je pense que c'est infiniment supérieur à monter sur un vélo et partir à l'autre bout de la planète, tout seul. Parce que là, on n'engage rien sinon soi-même. Alors que quand on prend l'engagement, quand on prend la décision de donner la vie à des êtres humains et ensuite de les élever pour en faire des êtres humains dignes, ben, moi je dis chapeau. Et je le dis très franchement. Donc je me prends pas du tout pour un héros, ni pour un type spécialement courageux. J'ai peut-être un peu l'âge, c'est peut-être une forme de lâcheté de foutre le camp toujours à vélo, de se débiner régulièrement. J'en suis parfaitement conscient. Hein, je me prends pas pour ce que je suis pas. Donc j'ai essayé de pas fonder de famille, c'est vrai. Je sais pas si je suis arrangeant, j'aime pas tellement ce qualificatif. Je suis assez facile à vivre peut-être. Et le voyageur est un homme qui s'adapte. Un voyageur s'adapte à un terrain. Quand il arrive quelque part, il se plie au rituel de l'endroit où il est. C'est-à-dire que je suis dans cette maison-là actuellement, il ne me viendrait pas l'idée de me mettre à crier à tue-tête. Il y a des rituels qu'on ne brise pas. Par contre, il m'est arrivé d'être en Amérique du Sud, dans des familles où tout le monde criait, tout le monde braillait. Bon, j'en faisais pas autant, mais j'avais tendance à me laisser plus aller. Ça aussi, c'est une obligation. Quand on voyage, quand on est invité, quand on est reçu dans une maison, on ne s'impose pas, on respecte on se comporte... Je sais que ce n'est pas le cas de tous les voyageurs, mais c'est mon cas à moi. C'est un respect absolu pour la personne qui a la gentillesse de me recevoir.
On est chez le bouquiniste de Saint-Giron. Les bouquinistes sont des endroits miraculeux. J'espère que c'est ce qui survivra à tous les commerces. Pour moi, lire, c'est exactement le pendant de circuler à vélo. C'est le même esprit de liberté, la même fuite. Et c'est pour ça que j'aime les livres, j'aime les vieux livres, surtout les livres qui ont vécu. Ça, un endroit comme une bouquinerie, c'est un endroit toujours magique. J'en connais quelques-uns en France, il y en a un autre à Foix que je connais. Il y en a d'autres en France, hein, à Paris évidemment, à Lille. Et là, je cherche 2 livres pour m'occuper, pour me tenir compagnie pendant les longs moments de pluie sous la tente. Ça, j'ai un peu de musique, mais pas tellement. Je crois plutôt à la lecture. Ben, les livres, c'est comme les gens. Hein. Là, je vois, ce sont les auteurs que je ne connais pas. Hein. Je vais prendre celui-là. Les livres, c'est comme les gens. C'est-à-dire qu'il se passe des choses avec certaines personnes. Et il ne se passe rien avec d'autres gens. On rencontre des gens comme ça et on a envie d'en savoir plus sur eux. On a le sentiment qu'il va y avoir une complicité. C'est pareil avec les bouquins. C'est exactement pareil. Hein. Enfin, je prends une valeur sûre, Marc Duguin. Mais je vais prendre Robert Liam Wilson pour un roman comme ça. Je vais le prendre. Parce que, je sais pas, quelque chose se passe. C'est très étonnant, hein. J'ai publié 3 livres dans ma vie, en passant par un éditeur. J'ai publié un récit de voyage qui s'appelle Lentement l'Amérique, qui a été édité en 1993, après un long voyage en Amérique latine. Lentement l'Amérique, donc, parce que l'Amérique à vélo. Et puis aussi en 2005 et 2006, j'ai publié 2 romans qui se passent dans une ville imaginaire, dans un village imaginaire du Pas-de-Calais, Romicourt en Artois, en m'inspirant de mon propre passé, parce que moi-même je suis né dans une petite ville du Pas-de-Calais, Avion, et j'ai publié un roman qui s'appelle La vengeance de Lazare, en 2005. C'est un polar, en fait, on peut dire un polar. Il y a un assassin et des crimes. Et puis dans la foulée, j'ai publié chez le même éditeur Le poids de l'invisible, qui lui raconte une histoire qui traite du racisme des années 30. Le racisme anti-polonais et le racisme anti-juif. Et là, j'ai un projet de roman. Enfin, j'ai pas un projet de roman, j'ai un manuscrit, un tapuscrit, qui a actuellement fait la tournée des éditeurs, situé à Romicourt en Artois. Ça s'intitule La Grande Maison Obscure. Et c'est un autre événement, l'histoire d'un corbeau qui distribue des lettres anonymes à Romicourt en Artois. Et ce que ça provoque dans la population. Donc j'en suis là. Mais j'aime écrire et voilà, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Je dépense très peu. Camping sauvage, je fais mes courses dans les supermarchés, donc on peut imaginer que je ne dépense pas énormément. J'ai pas de grosses dépenses, la plus grosse dépense c'est le vélo, qui peut avoir de temps en temps besoin d'une réparation, donc je suis condamné aussi à ne pas avoir de grosses dépenses, de gros à-coups, ça fait partie de ma façon de vivre aussi. J'essaie de gagner de l'argent en voyageant, d'une façon générale on peut dire que ça marche, mais je suis quelqu'un qui vit de peu et qui trouve des moyens d'assurer quand même sa survie économique. Qu'est-ce que tu viens d'acheter, Daniel? Eh bien, des briquets. Je suis un gros fumeur, j'utilise beaucoup de briquets pour allumer mon camping-gaz. Si tout se passe bien, je vais en avoir pour 2-3 ans. Voilà. 79 centimes. Voilà. Des fromages immondes, mais que j'aime bien manger. C'est moins cher qu'on puisse trouver. Je mange les bons fromages en présence de mes bons amis. Tout ça, je mange des mauvais fromages. Du café soluble. Voici le moins cher. Et une baguette. Et voilà. C'est une survie en ce sens que, avec ce que j'ai, je ne pourrais pas me permettre d'avoir une maison, c'est-à-dire de payer un loyer comme on peut le loyer payer. Donc je parle de survie dans ce sens que je suis en bon errant, je suis quelqu'un qui... Je ne dis pas que je vis de cueillette, quoique j'en vis beaucoup. Je fais beaucoup de cueillette quand je peux. Je ne suis pas un glaneur acharné, mais je fais. C'est une survie dans la dignité, quoi. C'est pas une survie dans la misère. Le mot survie ne me fait pas peur. Regarde, la vie est belle, non? Les Pyrénées, un copain, le soleil, une tasse de café, le vélo qui repart. C'est pas la belle vie, ça? Pouah, si, monsieur.
si on vit dans une maison, ça, on n'a pas la même vision du froid qu'un mec qui est dehors, quoi. C'est tout connement ça. Hein. Moi, j'ai affronté le vrai froid d'Amérique latine, à pas pouvoir dormir de la nuit, à devoir faire les 100 pas, avoir la trouille, quoi. Une fois, franchement, la trouille, ça n'allait pas se terminer. C'est évident qu'on a quand même des existences douillettes. D'ailleurs, moi, je le paye quand j'ai une existence douillette. Après, la reprise, elle est d'autant plus dure. Hein. Je le sens très fort, ça. Hein. Quand je passe un mois chez ma sœur, je ne raconte pas. Après, c'est la galère à un moment pour me retrouver. Mais je reprends la route là-dessus. Si c'est l'été, ça va. Mais si c'est l'hiver, putain, j'en chie un moment. Hein. J'en chie un moment. J'ai froid. Ça. Après, les choses se remettent. C'est très étonnant. J'aime avoir le sentiment, avoir l'impression de ne pas être vu. Et voilà, c'est pas de la méfiance mal placée, c'est juste pour augmenter mes chances de ne pas être importuné. C'est même pas tellement être attaqué qui me fait peur, c'est d'être importuné par des gens qui ont bu ou des jeunes qui traînent, des gens comme ça. Ça fait toujours embêtant comme situation. On se retrouve avec des gens, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Ça m'est jamais arrivé. Mais c'est quelque chose qui ne me plairait pas du tout. Et j'ai cru déceler que c'était un moment de tension. Effectivement, il y avait une petite tension chez toi à ce moment-là, quand tu cherches un lieu pour planter la tente. Bah, c'est pas une tension, c'est une attention. C'est plutôt une attention, parce que c'est important. Je vais y passer des heures à ce moment-là. Il faut que j'y sois bien. Je ne vais pas bouger toutes les demi-heures. Donc autant trouver le bon coin et voilà, prendre le temps. Et voilà, ça fait partie. Oui, je vais y passer au moins 8 heures, quoi, au moins 6 heures. Donc c'est quand même important, quoi. Donc trouver un endroit où j'ai une certaine un sentiment d'isolement et de sécurité. Je suis un SDF, puisque j'ai pas de logement. Je pourrais éventuellement me réfugier chez ma sœur à Bagneux, mais j'ai plus rien à moi. Ça fait un moment que ça dure. Je vois pas l'intérêt de me présenter comme un SDF à des gens qui m'ont souvent jamais vu. Et la première impression qu'ils ont de moi, c'est SDF. Je suis autre chose que SDF. J'en suis un. Et ça me gêne pas plus que ça, parce que c'est ma façon de vivre. Je l'assume complètement. Je le vis pas comme une honte, puisque c'est pas une situation subie, c'est une situation voulue. Je pense avoir une certaine dignité, je ne suis pas un clochard. Le problème, c'est que le mot SDF a considérablement évolué dans notre société et est devenu quelque chose de péjoratif. Et je suis un peu agacé quand la première impression que les gens ont d'un personnage qu'ils ne connaissent pas, c'est que c'est un SDF. Parce que ça fausse tout de suite le débat, ça fausse tout de suite la relation. Ces gens-là vont avoir avec moi une espèce de condescendance, une espèce de pitié mal placée, voire un peu de mépris. Ça me dérange pas plus que ça, parce que ces gens-là, je les reverrai pas, mais ça me paraît un peu idiot. Mais le fait est que SDF, c'est devenu vraiment, dans les temps de crise que nous connaissons, un terme extrêmement péjoratif, qui sous-tend un tas de désastres, d'échecs. Je me sens pas en échec, en aucune façon. Socialement, pas en échec. Culturellement, pas en échec. Je suis pas en échec. Donc voilà. Maintenant, si dans la conversation, on me demande les choses, je peux moi-même le dire, pas même utiliser le mot SDF, mais dire bah oui, j'ai pas de domicile fixe depuis quelque temps maintenant, et je m'en trouve bien. Je me retrouve bien. C'est une façon de vivre qui me plaît. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Depuis toujours, quasiment toujours, dans une maison, je me sens comme dans un cercueil, dans quelque chose qui est immortel et dans lequel je suis condamné à rester, et je serai condamné à rester ad vitam aeternam, quoi. J'ai connu ça dans les différents appartements que j'ai pu louer dans ma vie, à Grenoble, à Berlin, à Paris, à Lille.
j'ai toujours eu ce sentiment de me trouver dans quelque chose de funèbre. En plus de ça, je ne suis pas quelqu'un qui s'installe. C'est-à-dire moi, je bivouaque dans les appartements. Les appartements dans lesquels j'ai loué, j'ai rien changé. Rien changé du tout. Je suis arrivé là, je passais quelquefois 1 an ou 2. Quand je quittais, c'était dans le même état où je ne vais pas améliorer, mettre de la peinture, même décorer, je décore pas. Donc il y a un côté bivouac temporaire, ça, c'est une façon de... Mais aussi, j'ai très fort le sentiment de... Oui, c'est un peu idiot à dire, je ne chante pas sur les toits, mais c'est un sentiment d'être dans une tombe. Et je suis sincèrement heureux, mais très sincèrement heureux d'être là ce soir, par exemple. Je suis très, très content d'être ici. Parce que c'est à la fois... bon, le temps n'est pas beau, mais généralement, quand le temps est beau, c'est magnifique. J'ai des oiseaux, tout ce que je peux imaginer. Je ne souffre pas du froid, je ne souffre pas de la pluie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai une certaine sécurité, pas dire que je souffre d'insécurité. Donc, moi, c'est vraiment ce que je veux, quoi. C'est ce que je veux. C'est ça que je veux. Je veux pouvoir... Mon rêve dans la vie, c'est de ne pas laisser de traces. Bah, de laisser des traces. J'espère écrire quelques livres qui seront lus, j'espère laisser des bons souvenirs chez mes amis, chez les gens que j'ai pu côtoyer. Ces traces-là, elles sont très importantes. C'est ce qui reste finalement d'un être humain. Mais je veux dire, je ne veux pas laisser des objets, des bibliothèques, je ne sais pas quoi, des maisons, des appartements, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie de le faire. C'est ça que j'aime aussi dans le fait le nomade ne laisse pas de traces. Il s'en va, il plante sa tente. Moi, je ne laisse jamais de détritus, par exemple. Quand je suis passé quelque part, on ne peut pas savoir que j'y ai passé la nuit. On ne peut pas le savoir. Au bout de quelques jours, la nature reprend ses droits en plus. Et ça, c'est très important. C'est très important. Hein. C'est ne pas laisser de traces. C'est une certaine forme d'humilité, au bout du compte, peut-être. Bon, je ne me sens pas humble, je crois que je serais plutôt arrogant. Mais cette humilité-là, je l'ai. Ne pas salir, ne pas détruire, surtout la nature, quoi. Arriver, prendre sa place, prendre ce que la nature vous offre, et puis s'en aller en laissant les choses immaculées. Ça, c'est une chose que j'ai toujours pratiquée. Et c'est une chose qui me fait que j'aime camper. Il n'y a jamais eu de recette de pâte au sucre. Ça fait partie de ces grands mystères de l'histoire. Le masque de fer, ça fait partie des grandes énigmes. Hein. Il y a aussi le fait que Daniel François mange des nouilles au sucre en voyageant, ce que je ne fais jamais. Je l'ai fait uniquement quand j'ai voyagé avec mon ami Christian Lebon. J'avais que des nouilles à manger, j'ai mangé des nouilles au sucre pour la ligne, hein. Mais j'en mange jamais. C'est poilant comme situation.